Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être virtuellement parmi vous. Alors, je vous avoue que je préférerais être parmi vous pour de vrai, pour revoir des têtes que j'ai rencontrées l'an dernier, mais aussi pour ressentir la chaleur que j'avais ressentie quand j'étais venu l'an dernier. Mais bon, on est obligé de faire ça à distance. Donc, oui, je suis neurologue à Lariboisière, à Paris, et je ne travaille plus que dans les maux de tête. Et je travaille au centre d'urgence céphalée. Donc, vous voyez la tête de l'équipe. Donc, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien, et tout le monde voit bien surtout le diapo, pas de problème. Donc, voici mes liens d'intérêt qui pourraient avoir un lien avec la présentation. On m'a demandé de parler des traitements de fond. Et donc, je vais devoir me limiter, hein. Bien sûr, moi, la migraine, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, la migraine, c'est le traitement de crise, c'est aussi le traitement de fond, c'est aussi la prise en charge non médicamenteuse. Et je vais me focaliser sur les traitements de fond dont on dispose aujourd'hui et surtout parler des traitements de fond dont on disposera, je l'espère, demain. Je n'aurai pas le temps de parler des traitements de fond dont on disposera peut-être après-demain, j'espère. Il y a plein d'avancées qui sont dans les pipelines. Et puis, je n'aurai pas l'occasion de parler peut-être une autre année en vrai, des prises en charge non médicamenteuses, que ce soit la neuromodulation qui prend beaucoup de place maintenant dans les traitements annexes, mais aussi des vitamines, de toute la prise en charge des comorbidités ou encore de l'activité sportive, etc. Euh, Déjà, la première question qu'on se pose face à un migraineux, c'est quand est-ce qu'il faut mettre un traitement de fond? J'ai repris cette diapo d'Anne Ducrot et j'ai rajouté vos recommandations à vous du consensus africain de 2016, mais en tout cas, les sociétés savantes ne sont pas toutes d'accord sur les critères de traitement de fond. En tout cas, j'espère qu'on voit bien ma souris. Aussi, tu peux juste me montrer si on voit bien ma souris quand je bouge avec un pouce, mais super, merci. Donc, en gros, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, en général, c'est plus de 2 jours de migraine par mois et ou une mauvaise réponse au traitement de crise. Et c'est vrai qu'il m'arrive de mettre des traitements de fond à des patients. Je pense en particulier à une patiente qui a eu un antécédent cardiovasculaire sévère, donc qui est sous aspirine et anticoagulant, et donc qui n'a pas droit à des triptans, qui n'a pas droit à des anti-inflammatoires. Et bien sûr, même si elle a peu de crise, elles sont très difficilement contrôlées par les petits traitements, le paracétamol. Et donc, pour elle, on lui met un traitement de fond. L'autre critère capital, c'est est-ce qu'il y a un retentissement social professionnel? Et si oui, il y a une indication. Bien sûr, s'il y a des crises extrêmement fréquentes qui entraînent un risque d'abus médicamenteux. Et donc, en gros, c'est un peu ce qu'avait dit votre consensus. Finalement, on se base sur le nombre de jours de migraine, sur le risque d'abus avec ce jour s'il est très élevé, mais même si ce risque est faible, s'il y a une inefficacité ou une intolérance du traitement, s'il y a des auras sévères, éventuellement, on sera amené à mettre un traitement de fond. Je pense à une patiente qui interprète de très haut niveau pour la Commission européenne. Mais quand elle a une aura phasique, c'est très, très handicapant, et bien sûr qu'elle a un traitement de fond. S'il y a un retentissement, et puis, si le patient le souhaite, en sachant qu'on a une large palette de traitements possibles et on peut possiblement s'orienter vers des vitaminothérapies, par exemple. Alors, les traitements de fond dont on dispose actuellement, nous en France et vous aussi, si je ne me trompe, vous n'avez pas encore la chance d'avoir accès aux anti-CGRP, pas plus que nous. Les traitements de fond actuels, qui sont un peu les traitements que je décris comme toujours détournés de leur indication principale, puisqu'il n'y en a pas un seul qui a été développé pour la migraine, c'est nos bons vieux bêta-bloquants qui sont toujours en France un peu, et comme chez vous, le premier traitement à proposer. Et puis les tricycliques, l'oxétorone qu'on a nous en France, qui est un peu particularité, le pisotifène, le topiramate et le valproate comme antiépileptique, la flunarizine, la venlafaxine, le candesartan et la gabapentine. Ça, c'était les recommandations françaises de 2013, que j'ai quelque peu mises à jour, en l'occurrence en enlevant celles qui ne sont plus disponibles. Je dois avouer qu'on est en train de rédiger les recommandations 2021 et probablement que la gabapentine disparaîtra. Le candesartan prendra peut-être un peu plus de place parce que c'est vrai que c'est un traitement qui est démontré efficace dans la migraine et qui a peu d'effets secondaires. Les autres, vous les connaissez, hein, ils sont efficaces. Je pense par exemple au topiramate, qui est très efficace. On est parfois limité par ses effets secondaires, mais chez les patients qui le supportent bien, on a souvent des très bonnes évolutions. Je vois de nombreuses patientes qui me disent: ah, mais moi, pas question que vous m'arrêtiez ce traitement.
Alors que c'est vrai, on est amené très fréquemment à voir des patients qui vous disent « Non, mais moi, j'en ai pris 2 semaines et je n'ai pas du tout supporté. » Donc, extrêmement variable, mais ils peuvent tous nous aider. Bon, ça, c'est les recommandations européennes qui sont globalement les mêmes. En gros, par rapport, vous verrez qu'il y a les anti-CGRP puisqu'elles sont plus récentes. Dans ces recommandations, on n'a pas parlé de la mélatonine et pourtant, c'est une alternative à 3 mg qui a démontré son efficacité dans la migraine. Et on n'a pas parlé non plus de la toxine botulique qui n'a pas la MM en France, mais qui a démontré son efficacité dans la migraine chronique. Alors, il marche, ça, la méta-analyse de Jackson de 2015 l'a démontré, hein, une méta-analyse de 179 études avec certes seulement 40% d'études de haut niveau de qualité scientifique, mais quand même, il y a toutes ces molécules ont prouvé leur efficacité dans 3 ou plusieurs études, ou plus d'études, et vous voyez que la mitriptyline, la flunarizine, la fluoxétine, le métoprolol, le pizotifène, le propranolol, le topiramate et le valproate montrent une réduction significative du nombre de jours de migraine. Alors, ce n'est pas énorme, mais en gros, c'est la réalité des études, c'est la réalité de ce que vous verrez aussi. C'est moins énorme que ce qu'on a l'impression de voir en consultation. Mais en l'occurrence, il y a le biais des études, il y a aussi le biais qui fait que il y a les non-répondeurs là-dedans, alors que nous, en consultation, on débute ces traitements et puis si ça ne marche pas, on les arrête et on les maintient chez des patients chez qui ça marche et donc finalement, on a une efficacité plus importante. Il y a d'autres molécules qui ont démontré leur efficacité seulement dans 2 études, mais qui n'ont pas à pâlir en termes d'efficacité, et la méta-analyse en réseau qui permet en fait de comparer entre elles des molécules qui n'étaient pas comparées dans une véritable étude montre que la mitriptyline sort vraiment bien, s'en sort très bien, mais aussi l'athénolol, le métoprolol et la clomipramine, les autres aussi sont très positifs, mais les premiers dont je viens de vous parler sont peut-être encore un peu plus efficaces, même si c'est très difficile de comparer des molécules qui n'ont pas été. Donc des molécules qu'on a pour le moment, qui sont efficaces, mais que les patients ne prennent pas vraiment. Et donc ça, c'est une étude américaine avec près de 9000 patients, basée sur les données des pharmacies focalisées sur la migraine chronique. Et on voit que les patients, on leur prescrit un traitement, ça c'est 100%. Et bien on voit qu'après une boîte, il en reste 60% qui continuent à prendre le traitement, et puis ça diminue. À 6 mois, on est à 25%, et à 1 an, on est à 15% de persistance thérapeutique. Donc les patients, il n'y a que 15% des patients qui poursuivent le traitement à 1 an. Et on voit que déjà, il y a presque que 50% à 1 mois après la première boîte. Ça, c'est parce qu'il y a des effets secondaires, on va y revenir. C'est aussi peut-être parce qu'on n'explique pas suffisamment aux patients ce qu'on peut attendre du traitement et pourquoi, et le caractère étonnant que ce soit un traitement qui a une autre indication. Hein. Le patient, si vous allez un peu vite en sortant de consultation, vous lui dites prenez de la mitriptyline et ça va aller mieux, il va le prendre, il va avoir une crise 15 jours plus tard, il va dire attends, moi j'ai encore des crises, moi je croyais que j'allais plus du tout en avoir, et il va l'arrêter. Je pense que c'est notre rôle d'expliquer ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire on espère qu'après 6 à 8 semaines, il y a une réduction de 50% de l'intensité de la fréquence des crises, et d'expliquer aux patients, je sais que je vous prescris de la mitriptyline, je sais que vous n'êtes pas déprimé, que vous n'êtes pas anxieux, mais c'est parce qu'on n'a pas autre chose pour le moment. Tous les traitements de fond de la migraine sont détournés de leur indication principale. Et si on explique ça, si on explique l'attente du patient, je pense qu'on pourrait diminuer cette chute majeure de la persistance thérapeutique. Mais en effet, elle est aussi due à des effets secondaires fréquents. Ça, c'est toujours la méta-analyse de Jackson. Vous voyez qu'il y a une kyrielle d'effets secondaires que vous connaissez. Je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'en fait, toutes les molécules peuvent donner des effets secondaires. En fait, l'une donne l'un, l'autre donne l'autre. Alors parfois, on peut utiliser un effet secondaire bénéfique comme la somnolence chez les patients qui ont des troubles du sommeil. Mais en tout cas, la méta-analyse en réseau montrait qu'en fait, toutes ces molécules, elles ont une probabilité d'effet secondaire. Donc, si je reviens sur les traitements de fond classiques, les détournés de leur indication principale, ils sont efficaces. Mais ils ont des effets secondaires potentiels. Cette efficacité, elle prend du temps, et donc il faut installer progressivement le traitement pour supporter les effets secondaires. Le problème, c'est que cette efficacité, on le ressent, nous, en consultation, c'est qu'elle peut être évanescente. Les patients qui vous disent « j'ai été beaucoup mieux pendant 6 mois, puis ça va moins bien ». Malheureusement, on n'a pas de solution pour ça, si ce n'est parfois augmenter les doses. Quand on les prescrit, il faut tenir compte des comorbidités. Certains effets secondaires peuvent être bénéfiques là-dessus, comme l'anxiété chez les patients à qui on mettrait un tricyclique ou voire un IRS ou un IRS-SENA qui ont un effet bénéfique dans la migraine. Mais il faut, comme je le disais, expliquer aux patients ce qu'est une attente raisonnable
et qu'on utilise ces traitements alors qu'ils sont détournés. Donc ça, c'est ce qu'on a tous pour le moment. C'est ce avec quoi on joue, on essaye d'équilibrer nos patients. Et puis, il y a les nouveaux. Il y a les nouveaux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en utiliser parce qu'on a eu des études ou une mise temporaire à disposition. J'ai aussi la chance que certains patients puissent se permettre d'aller les chercher dans d'autres pays. Mais ça reste une frustration parce qu'ils ne sont pas remboursés chez nous. Je pense que c'est la même chose chez vous. On les attend de pied ferme. Il y en a donc 4 anti-CGRP qui devraient arriver. En tout cas, il y en a 4 qui ont l'approval de la FDA. Il y en a 3 qui ont l'AMM européenne. Je vais parler de ces 4 molécules. Je n'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a aucune étude qui dit que l'un est meilleur que l'autre. Je les présente ici par ordre alphabétique. Il m'arrivera peut-être de parler plus de l'un que de l'autre. Ce n'est pas que je le préfère, c'est qu'il y a plus de données pour lui que pour les autres. En tout cas, vous voyez qu'ils sont presque tous, ils sont tous sous-cutanés, sauf l'eptinezumab qui est intraveineux, qui a peut-être un peu plus de retard dans la mise à disposition en Europe, enfin même aux États-Unis. Il est arrivé après. Et vous voyez qu'ils sont soit dirigés contre le récepteur du CGRP, soit contre le CGRP. Ce sont des anticorps, mais ils n'agissent pas au niveau de l'immunité, contrairement à toutes les molécules qu'on est habitué à utiliser, notamment vous qui travaillez dans la sclérose en plaques. J'ai tout oublié tout ça, je le reconnais que je ne fais plus que des céphalées. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas des immunomodulateurs, même s'il s'agit d'anticorps. Et vous voyez qu'ils s'utilisent en administration mensuelle, voire trimestrielle. Alors, il marche, ça, il n'y a pas de doute, et c'est des études d'une qualité notable, qui n'a rien à envier aux études de qualité faible qu'on a discutées tout à l'heure. Il marche dans la migraine épisodique, dans la migraine chronique, dans la migraine sévère et résistante, donc chez les patients qui ont déjà eu des échecs thérapeutiques, ce qui sont ceux que nous, on a le plus souvent des difficultés à équilibrer. Et il y a 3 études qui sont très connues, Liberty, Focus et Conquer, qui démontrent que ces molécules, elles marchent même chez les patients en échec thérapeutique préalable. Et ça marche sur la migraine, ça marche sur la prise de traitement, ça marche sur la qualité de vie. C'est vraiment des études d'une robustesse qu'on n'avait pas eu par le passé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais juste vous parler des études dans la migraine sévère, donc chez les patients en échec de 2 à 4 traitements. L'Erenumab, l'étude Liberty, dont l'endpoint était 50% répondeur à 3 mois, donc les patients qui avaient au moins une diminution de 50% de leur crise, vous voyez que c'est très nettement supérieur dans le groupe Erenumab que dans le groupe placebo. Il y a un tiers des patients qui a une diminution de la moitié de ces crises. Si je regarde l'étude Focus pour le frémanezumab, aussi 2 à 4 échecs, mais ici épisodiques et chroniques. Ils sont basés sur la réduction du nombre de jours de migraine durant les 3 mois. Et vous voyez que le placebo diminue le nombre de jours de migraine de 0,6-0,7, alors que le traitement diminue de à peu près 4 jours, ce qui est très significatif et très cliniquement important. L'étude Conquer, aussi migraine épisodique et chronique avec le galcanezumab, 2 à 4 échecs, réduction du nombre de jours de migraine durant les 3 mois, très significative, avec environ 4 jours, alors qu'on n'est même pas à 1 avec le placebo. Donc, des traitements qui sont efficaces, même chez des patients difficiles à traiter. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des traitements d'une efficacité rapide. Vous voyez ici, alors je vais vous présenter les 4 molécules par ordre alphabétique. Ici, c'est l'eptinezumab. Vous voyez que si on se base sur le BL, ça veut dire baseline, ça veut dire la probabilité de souffrir d'une crise de migraine un jour au hasard dans la phase pré-traitement. Et puis après, on regarde la probabilité de souffrir de migraine le lendemain de l'administration. Et vous voyez que le lendemain de l'administration de placebo, il y a une petite différence, mais le lendemain de l'administration du traitement, il y a déjà une diminution marquée qui traduit l'efficacité rapide du traitement. C'est la même chose ici avec, j'ai oublié, c'est l'Erenumab, parce que j'avais tous vos visages qui apparaissaient. L'Erenumab, on voit que très vite, dès la première semaine, le nombre de jours de crise de migraine diminue significativement, et deuxième semaine pour certains. Donc, efficacité rapide. Si je me mets sur la diapo suivante, ce que je n'arrive pas à faire, voilà. Ici, donc, avec le frémanezumab, dès la première semaine, on voit que le nombre de jours de migraine décroche très vite du placebo. Même chose également pour le galcanezumab. Donc, des molécules qui sont efficaces, mais qui sont efficaces rapidement.
et avec une efficacité qui est maintenue dans le temps. Alors là, je vous présente uniquement des données pour l'Erenumab parce que je n'en ai pas des données aussi longues pour les autres molécules. Mais vous voyez qu'après la phase d'étude, il y a eu une phase de poursuite de traitement et on est à 4 ans et demi dans une présentation de Messou Dashina de 2019 à l'IHC qui n'est pas encore publiée. Et vous voyez que non seulement ça se maintient, mais en plus ça s'améliore au fil du temps. Donc, des molécules efficaces rapidement et maintenues au cours du temps, en plus avec peu ou pas d'effets secondaires. Ça, c'est la méta-analyse de Deng publiée en 2020 qui montre que quand on regarde en zoom grossier qu'il n'y a pas de différence entre le placebo et le traitement anti-CGRP. Si on regarde en se focusant sur des effets secondaires attendus, on voit qu'il y a une augmentation des infections, des réactions inflammatoires au site d'injection. Et vous voyez ici une de mes patientes qui avait certes une réaction importante qu'elle m'avait envoyée par email, mais je peux vous dire que cette patiente, elle était tellement améliorée qu'elle n'a pas voulu arrêter le traitement, même si elle avait pendant 24-48 heures des réactions importantes au niveau local. Si on prend un peu plus de dézoom et que on regarde, ça c'est les l'Erenumab puisqu'on a des données à 3 ans. Et là, vous avez des données sur 2400 patients avec 2600 patients année. Et globalement, il y a, si je peux, voilà, surtout les réactions locales au niveau des sites d'injection et la constipation. La constipation qui est rapportée par les patients, et ça je le vis puisque j'ai eu la chance de pouvoir en prescrire à une vingtaine de patients, régulièrement, il n'y a aucun patient pour lequel la constipation a été suffisamment handicapante pour lequel ils doivent arrêter le traitement. Et en général, avec des laxatifs de l'Est, c'est bien contrôlé. En gros, c'est des traitements qui marchent, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas le recul qu'on a pour les traitements classiques. Ils ont une longue demi-vie, c'est génial pour les patients qui ne doivent s'injecter qu'une fois, mais allez savoir, quand on aura du recul, est-ce qu'on ne sera pas embêté par leur longue demi-vie? Et puis, pour le moment, on est limité par leur prix, leur difficulté d'accès. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, s'ils arrivent et quand ils arrivent, comment les utiliser? Eh bien, je vais parler des recommandations européennes des traitements anti-CGRP. Alors, il faut savoir que dans ces recommandations, on parlait pas de l'eptinezumab puisque il avait un peu de retard par rapport aux autres. Eh bien, donc les recommandations européennes, eh bien, la question, c'est pour qui alors, je mets ça sur le côté, pardon. Pour qui, eh bien, les recommandations suggèrent chez des patients qui sont en échec d'au moins 2 traitements et il faudra, pour évaluer s'ils sont efficaces ou non, retenir que l'échec, c'est en cas de non-réponse, c'est-à-dire pas de réduction de 50% de la fréquence des crises pendant une durée de 2 à 3 mois. Alors, en France, les conditions de remboursement ne sont pas encore connues. On est en train d'écrire les nouvelles recommandations. Probablement que ce sera 8 jours de migraine et au moins 2 échecs. Allez savoir, je n'en sais rien. Mais il faut savoir qu'il faudra probablement avoir essayé nos bons vieux traitements classiques, surtout au vu du prix et des difficultés d'accès du traitement. Alors, pour qui on a la réponse? Comment est-ce qu'il faudra l'introduire? Les Américains ne se posent pas trop de questions. Eux, ils rajoutent l'anti-CGRP et puis diminuent le traitement de fond classique dans un deuxième temps en se disant qu'il a peut-être une efficacité. Les recommandations européennes disent la même chose pour la migraine chronique. Donc en migraine chronique, si ma souris veut bien réapparaître, non, je n'arrive plus à la faire revenir. En migraine chronique, on le met en add-on et puis on diminue dans un deuxième temps le traitement de fond. En migraine épisodique, on suggère d'arrêter le traitement de fond et d'introduire les anti-CGRP, sauf s'il y a un antécédent de migraine chronique, auquel cas, à ce moment-là, on fait aussi le add-on. Mon expérience des traitements annexes, c'est que de nombreux patients ont de la mitriptyline pour contrôler leur migraine, mais qui peut avoir un effet bénéfique sur le plan thymique. Certains ont voulu l'arrêter beaucoup plus vite que ce que j'avais suggéré et ont eu un fléchissement thymique, voire un rebond d'anxiété. Donc, attention à la décroissance de la mitriptyline si vous l'avez en traitement annexe. Quand est-ce qu'il faut l'arrêter? La question se pose, s'il ne marche pas, après 3 mois, voire après 6 mois si c'est des formes trimestrielles. Mais s'il marche, on est censé, selon une recommandation européenne, l'arrêter après 6 à 12 mois, comme c'est le cas pour les autres, pour voir si finalement la migraine n'a pas évolué de manière favorable spontanément. Alors, je peux vous dire, pour les avoir utilisés, que les patients qui vont super bien n'ont pas trop envie, quand ils sont passés de 19 jours à 3 jours de migraine par mois, de les arrêter.
il faut reconnaître que certains de mes patients qui ont eu les traitements en 2016 dans le cadre d'études, certains d'entre eux ont une amélioration prolongée de leur maladie migraineuse, mais, et j'ai quand même mis avec un point d'interrogation récidive à l'arrêt, j'ai des patients qui les ont eus dans le cadre de mises à disposition anticipées et qui me rapportent une nette déstabilisation de leur maladie migraineuse maintenant qu'on est à 3-4 mois de l'arrêt de ce traitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les patients en abus médicamenteux? Eh bien là, ça marche aussi pour les patients en abus médicamenteux et il n'y a pas de prise en charge spécifique. On peut commencer le traitement et leur dire, quand vous commencez à aller mieux, vous essayez de réduire vos prises d'antalgiques, notamment pour des crises plus modérées où vous n'avez pas de retentissement professionnel ou social ce jour-là. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Eh bien, oui. Donc, il y a des doutes sur un effet délétère potentiel théorique sur le plan vasculaire. Donc, en tout cas, ils sont contre-indiqués, comme il l'était dans les études, pour les patients qui ont des antécédents cérébraux ou cardiovasculaires. Il faut aussi, pour le moment, les contre-indiquer chez les patients qui ont des toxicomanies, alcoolisme, pathologie psychiatrique grave ou encore potentiellement enceintes. Donc, moi, je demande une contraception efficace, comme je le fais pour l'Epitomax ou bien sûr l'acide valproïque. Alors, petite dernière, je dois aller vite, hein, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je n'ai que 20-25 minutes. En termes de dosage, eh bien, certains n'ont qu'un seul dosage, voire deux dosages, mais avec deux modes d'administration. L'Erenumab a, lui, quant à lui, deux dosages. J'avoue que spontanément, j'ai fait comme on a l'habitude de faire avec nos molécules, commencer petit, parce qu'on est habitué à avoir des effets secondaires, à y aller progressivement. Et bien, après une discussion avec Deborah Friedman, qui est une grande migranologue américaine, qui m'avait dit go big or go home, j'ai pris l'habitude de me dire, OK, c'est pas comme les traitements Péros. Je suis face à des patients qui ont des migraines extrêmement sévères chez qui je suis amené à les prescrire puisque c'est dans des situations d'exception où les patients, la plupart du temps, font l'investissement de partir dans un autre pays le chercher. Donc, dans ces conditions-là, quand j'utilise Erenumab, j'ai tendance à utiliser la bonne dose, la dose de 140 mg. Bon, écoutez, donc voilà, c'était bref, mais je laisse quelques minutes pour les questions. En tout cas, j'espère que vous aurez retenu qu'on a des traitements aujourd'hui qui sont efficaces. Leur efficacité est parfois retardée, elle est parfois évanescente, mais quand on les connaît, quand on a l'habitude, on peut aider les patients. Il y a des effets secondaires, mais tous les patients ne les ont pas. Et l'observance, elle est faible, mais il faut faire attention, expliquer aux patients. Et puis, on aura en plus, demain, j'espère, les anti-CGRP qui sont efficaces, qui sont bien tolérés, mais pour lesquels on a un peu moins de recul à ce jour. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si certains ont des questions qu'ils n'osent pas ou qu'ils ne peuvent pas poser maintenant, ils peuvent aussi me les adresser par email. Merci beaucoup de votre invitation.